Ce programme vous est offert par Orange. Les travaux du conclave, dont les conclusions se font encore attendre, doivent s'achever à Bruxelles ce jeudi. Les débats sont houleux en commission pour aboutir à un communiqué final de cette rencontre qui réunit une centaine d'acteurs politiques de l'opposition et de la société civile. Quelle est la position du PPRD sur ce conclave? On en parle avec Yannick Chisola, cadre de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et puis le monde célèbre ce 9 juin la journée mondiale des archives sous le thème Archives, bonne gouvernance et émergence. Une journée de sensibilisation sur l'importance des archives a été organisée en faveur des étudiants. L'info c'est l'heure, bienvenue à tous sur Télé 50. Les travaux du conclave, dont les conclusions se font encore attendre, doivent s'achever à Bruxelles ce jeudi. Les débats sont houleux en commission pour aboutir à un communiqué final de cette rencontre qui réunit une centaine d'acteurs politiques de l'opposition et de la société civile. Mais alors, quelle est la position du PPRD? À mes côtés pour en parler, Yannick Chisola, il est cadre de la Ligue des jeunes du PPRD. Bienvenue. Merci madame. Alors, que vous inspire le conclave de Bruxelles? Madame, nous attendons de ce conclave de l'opposition une résolution forte d'un rassemblement qui permettra à ce que nos partenaires viennent au dialogue. Parce que nous estimons que ça fait plus d'une année que nous sommes en train d'attendre que l'opposition puisse venir dialoguer avec nous sur des questions importantes, des questions qui concernent le processus électoral et des questions qui concernent justement le devenir de notre pays. Et que si de ces conclusions ou de ce conclave, l'opposition arrivait à pouvoir avoir un modus vivendi pour assister ou participer au dialogue, ce sera pour le bien du Congo. Nous voulons donc que cette opposition puisse saisir ce moment historique devant le tribunal ou devant le peuple congolais, ce moment historique de se surpasser afin de mettre le bien ou de mettre l'avenir du Congo avant toute considération, avant tout ego. Et nous avons quand même quelques interrogations par rapport à cette tenue, à ce conclave, par rapport au financement de ce conclave. C'est vrai que nos amis ont le droit de réfléchir partout dans le monde, au Congo ou ailleurs, mais nous nous posons des questions sur ce financement. La facilité d'obtenir des visas. Qui a financé? Qui donne tous ces billets? Et quelle est la contrepartie de cette classe politique par rapport aux bailleurs de fonds? Je crois que ce sont des questions importantes et nous finirons par savoir qu'est-ce qui s'est passé finalement, qui est le maître à penser. Mais au-delà de tout ça, nous voulons vraiment que... En quoi est-ce que ça importe pour le PPRD? Vous savez, madame, il y a une loi qui porte sur le fonctionnement des partis politiques. Et les partis politiques ne peuvent pas avoir des financements extérieurs. Les partis politiques vivent des cotisations et des dons des membres. Et donc, si des partis politiques sont financés par l'étranger, il y a une conséquence logique à cela, c'est qu'il y a une contrepartie. Nous sommes en politique, il n'y a pas d'action, pas d'intérêt. Donc, je voudrais encore là lancer un appel à tous nos compatriotes de l'opposition qui font carrément de caprice, parce que c'est ce qu'il faut dire, alors que le peuple congolais ne veut assez que la classe politique trouve un consensus sur des questions importantes relatives à la sécurisation, relatives au financement des élections, relatives à l'alignement des élections, relatives à la révision du fichier électoral. Donc nous voulons que nos amis puissent comprendre qu'ils doivent plus tarder hésiter et qu'ils doivent nous rejoindre justement à ce dialogue. Yannick Chisola, l'unité apparemment affichée de l'opposition à Bruxelles est-elle un espoir pour le dialogue ou un sujet d'inquiétude au PPRD?
Nous sommes là en train d'attendre nos amis. C'est vrai que nous avons assisté à... C'est un énième nuit de noces de l'opposition. Nous ne savons pas si c'est le vrai ou le faux, parce que vous l'avez vous-même suivi. À un moment donné, il y avait un petit clip qu'on a sorti, Passinanga, Passinayo. On pensait que c'était l'unité, le rassemblement, mais ce n'était juste que pour la consommation. Donc nous estimons que ce soit là un vrai... comment dire, une vraie occasion, une vraie chance pour cette opposition de pouvoir venir au dialogue. Nous constatons que cette opposition a maintenant un chef de file, c'est Étienne Tshisekedi, qui les a fait attendre pendant des heures et qui a carrément, cette opposition a reconnu que c'était lui le chef de l'opposition. Donc nous estimons que le chef de l'opposition va les convaincre justement à venir nous rejoindre à ce dialogue. Merci. Parce que ce dialogue est un dialogue qui est important pour notre pays et ce n'est pas seulement pour le PPRD mais c'est pour tout le pays entier. Merci Yannick Chisola d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes cadre de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Merci madame. On va poursuivre ce journal. Audience au ministère de l'économie nationale. Le ministre a échangé tour à tour dans son cabinet de travail avec une délégation de la firme internationale Container Terminal Service Group, puis avec des travailleurs de la cimenterie de Lukala. Pour la première délégation, il était question de présenter au ministre le projet de construction de ports en eau profonde dans le Congo central. Et avec la deuxième, la situation critique qui sévit à la Silou était au centre de la rencontre. Mais bien avant, Bahati Lukwebo avait reçu la nouvelle équipe dirigeante de la compagnie Tenke Fungurume Mining. C'est la toute nouvelle équipe dirigeante de Tenke Fungurume Mining. Les agents de la compagnie minière sont venus se présenter à Bahati Lukwebo. Question de rendre de civilité au ministre. Profitant de ce passage, le directeur général de TFM a promis au patron de l'économie nationale de continuer l'œuvre du groupe américain Freeport-McMoRan, notamment celle du respect de normes environnementales. En ce qui concerne l'emploi, il n'y aura absolument pas de changement. Donc tous les locaux, tous les travailleurs locaux qui sont à Tenke Fungurume vont continuer à travailler. Et en fait, je vais aller même plus loin en disant que les travailleurs expatriés qui travaillaient pour Freeport-McMoRan vont aussi travailler pour Tenke Fungurume et vont garder les mêmes avantages qu'avant. Cette même journée a été également marquée par la présence d'une délégation de la firme internationale Container Terminal Service Group. Ici, l'objectif était de présenter à Bahati Lukwebo le projet de construction de port en eau profonde de Banana dans le Congo central. Nous sommes dans l'exécution du projet. Une construction qui a commencé début janvier de l'année passée et qui va se terminer fin de cette année. Une autre délégation à franchir le portillon du cabinet du ministre, c'est celle de représentants de travailleurs de la cimenterie de Lukala. Ceux derniers sont venus pour la deuxième fois en un mois faire part au numéro 1 de l'économie congolaise de la situation critique que connaît la Silou. L'entreprise est menacée de fermeture due à la concurrence déloyale occasionnée par l'importation frauduleuse du ciment gris par certains opérateurs économiques. Avec l'appui que nous avons de nos partenaires comme son Excellence Monsieur le Ministre, nous allons arriver à trouver une solution et qu'ils vont reprendre les emplois incessamment. La situation est en voie d'être décantée. Des mesures ont été adoptées par la Troïka stratégique et n'attendent plus que l'approbation du Conseil de ministres devant se réunir incessamment. Dans l'actualité également, séance au travail ce jeudi entre le ministre des Mines avec une délégation de la communauté de Walikale. La réunion a porté sur le protocole d'accord signé entre Alpha Mine BC Mining et les communautés de Walikale au mois d'avril. Il était question de converger le vue sur le projet de l'annexe du protocole d'accord sur les nouvelles obligations pour la bonne gouvernance entre les communautés de Walikale et l'entreprise minière Alpha Mine BC Mining. Le cadre pour les plans de développement local, cahier de charges, démarches pour aboutir à la mise en place de l'Alliance LOA, la présentation de l'Alliance LOA, le respect des obligations consacrées par le Code des règlements miniers, les nouvelles obligations pour la bonne gouvernance, voilà les sujets à l'ordre du jour de cette séance de travail devant déboucher à une solution commune sur la situation qui prévaut à Walikale. Nous sommes plusieurs communautés autour d'une question. Et cette question, c'est le développement du territoire de Walikale qui est très riche en ressources. Et Dieu nous a donné toutes ces richesses, non pas pour les regarder, mais pour les
exploiter et les rendre utiles pour la vie. Riche en potentiel, plusieurs problèmes se posent tout de même, notamment l'enclavement, l'exploitation des ressources ne profitant pas à la population qui demeure dans la pauvreté extrême. Nous avons besoin des investisseurs, nous avons besoin de Alpha ayant un texte qui va nous mettre tous ensemble. Le développement de Walikale, ce territoire riche en ressources naturelles et humaines, reste le leitmotiv des parties prenantes. L'ordre du jour n'ayant pas trouvé gain de cause lors de cette séance, les ressortissants de Walikale ont sollicité au ministre des Mines de revenir d'ici 48 heures, et ce, après harmonisation des vues avec l'entreprise minière Alpha Mine Busy Mining. Prenons à présent cet atelier sur la validation de la stratégie de développement des petites et moyennes entreprises en RDC, tenu mercredi à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre en charge des PT Antique Thomas Louaka, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le gouvernement congolais et ses partenaires internationaux se sont mis d'accord pour booster l'économie et l'emploi en RDC. Des experts multisectoriels et de tous les horizons du pays se réunissent en vue de la validation de cette stratégie au terme d'un travail de titan après des ateliers en commission. Face à la prise de conscience, le gouvernement congolais, à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et Classes Moyennes, ainsi que ses partenaires, notamment le PNUD, ont initié l'élaboration d'une stratégie nationale de développement des PME. Les participants à ces assises ont la lourde responsabilité de déterminer les axes stratégiques devant servir de référence au monde afin d'accompagner le développement des PME congolaises, d'où cet appel à la conscience collective. Ils ont vraiment pris le temps nécessaire pour réfléchir et aujourd'hui, donc, nous attendons la validation des stratégies qui ont été adoptées. Comme vous le savez, ce ne sont pas les très grandes entreprises qui développent un pays, ce sont les petites et moyennes entreprises qui créent de l'emploi. Parmi les contraintes auxquelles sont butées les PME congolaises figurent la surtaxation, l'accès difficile au crédit bancaire et bien d'autres. Ce qui explique la nécessité de cette stratégie de développement des PME qui aidera à lever ces contraintes. Cette stratégie va vraiment nous orienter, nous guider dans le cadre de l'émergence des PME congolaises, des pistes, des options qu'on puisse lever, mais aussi des contraintes sur lesquelles on doit travailler ensemble. Et non seulement ça va aider à l'émergence des PME congolaises, mais on pense que fondamentalement ça va contribuer au développement économique et social du pays. Motif de fierté et satisfaction pour les experts d'avoir pris part à l'élaboration de cette stratégie dont l'application boostera l'économie congolaise. À travers la mise en œuvre de cette stratégie, l'objectif commun du gouvernement congolais et ses partenaires au développement est de promouvoir l'émergence des PME, l'employabilité et l'autonomisation des jeunes, des femmes et des milieux ruraux à travers la promotion de la petite entreprise. Autre type d'actualité, ouverture ce jeudi à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga de l'atelier d'échange sur les stratégies et plans de développement de la RDC. Le ministre national du plan a ouvert les travaux en présence du gouverneur de la province, Jean-Claude Kazembe. Il s'agit d'une réflexion axée sur les 2 livres du PNSD. La province du Haut-Katanga abrite les assises d'échange sur les stratégies et actions du plan de développement PNCD de la République démocratique du Congo. Les participants à ces assises sont des experts revenus de toutes les 26 provinces de la RDC et le gouvernement a choisi cette démarche participative de tous les acteurs sociaux afin de doter le pays d'un outil de travail pour son développement à l'horizon 2050. Le gouverneur de province, Jean-Claude Kazembe Moussunda, a pris part à ces assises ouvertes par le ministre national du plan Georges Wembi, dont le double objectif consiste à partager la vision de développement du président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour l'horizon 2050 et permettre à chaque province d'harmoniser son plan avec le plan national pour le bien-être des populations. À toutes les parties prenantes de toutes les 26 provinces du territoire national, l'occasion d'échanger et d'écouter les aspirations les plus profondes de la population en matière du développement.
Le développement se planifie et la République démocratique du Congo, avec tous ses immenses potentiels, doit atteindre le cap de l'émergence en 2030 et le développement en 2050. Et dans la province de la Chopo, à Kisangani, les travaux de cet atelier se sont poursuivis ce jeudi pour le compte de la deuxième journée. Le vice-ministre du Plan, Franklin Chamala, qui l'avait officiellement lancé mercredi, est allé se rendre compte du déroulement des échanges et la manière dont les participants venus d'autres villes fournissent des suggestions et propositions au sein des différents groupes de travail qui constituent à cet effet. Plus d'explications avec notre envoyé spécial, Floride Zantoto. Le document du Programme national stratégique de développement avait été remis hier aux participants de l'atelier. Ces participants sont venus des provinces du Maniema, du Nord et du Sud Kivu, sans oublier les nouvelles provinces issues de la province orientale. Ils ont pour mission d'enrichir ce document avec des suggestions, des propositions et des avis afin que la dimension provinciale soit intégrée dans le programme. Les participants ont été dispatchés dans des groupes de travail au sein desquels les thématiques sont abordées. Il s'agit de la gouvernance, de la sécurité alimentaire, des infrastructures, de l'économie, de l'environnement, pour ne citer que celles-là. Alors, le travail du vice-ministre du Plan Franklin Chamala, ce jeudi, consistait à apprécier le niveau d'appropriation du document présenté aux participants. Il a aussi été question pour le vice-ministre du Plan d'apprécier la qualité des propositions formulées par les experts sur les thématiques ci-haut mentionnées. À titre d'exemple, au niveau du groupe de travail qui traite la thématique liée à l'économie, un expert a relevé qu'il sera difficile d'atteindre le produit intérieur brut à $1050 l'an pour l'échéance 2021, proposant à la place le chiffre de 700 ou $800 américains. C'est un des exemples pris dans le lot pour vous faire comprendre à quel point le travail est pris au sérieux ici en province. Demain vendredi, le vice-ministre du Plan Franklin Chamala va clôturer les travaux dans l'avant-midi avant de regagner Kinshasa, la capitale. Bien avant, Franklin Chamala a échangé avec le chef de la division du ministère provincial du Plan ainsi qu'avec ses agents. Il a clôturé sa visite après avoir échangé également avec les agents de l'Institut national de la statistique. Les deux structures lui ont présenté les difficultés auxquelles ils sont butés et Franklin Chamala a promis de les soumettre à qui de droit. Floride Zantoto, depuis Kisangani, Télé 50. Au Nord Kivu, la ville de Goma vibre depuis ce jeudi sur le rythme du dialogue fiscal. C'est pour l'harmonisation de la relation entre l'administration et les services d'assiette, la société civile et les opérateurs économiques en province du Nord Kivu, organisé par Profit Congo. Ce dialogue fiscal vise l'amélioration des recettes publiques au Nord Kivu. Afin d'améliorer les recettes publiques dans la province du Nord Kivu, différents acteurs intervenant dans les finances publiques sont en travaux depuis ce jeudi sur le dialogue fiscal. C'est pour, selon le coordonnateur de Profit Congo au Nord Kivu, chercher de manière concertée les voies et moyens à changer l'image de cette province. Maître David Kamoua précise que sans les finances publiques et un dialogue franc, il n'y a pas d'État. À l'issue de ce dialogue fiscal que nous organisons pendant 6 jours, que les participants puissent se mettre d'accord, puissent harmoniser les points de vue par rapport à la manière de percevoir les impôts et taxes de la province. En fait, vous savez que la République vibre actuellement au rythme du dialogue politique et il est normal qu'au niveau de la province, nous puissions vibrer au rythme du dialogue fiscal puisque nous considérons que le domaine fiscal est le cerveau des finances publiques. Le ministre des Finances qui a ouvert ce dialogue fiscal au nom de l'autorité provinciale est revenu longuement dans son discours sur le propos de la société civile du Grand Nord, appelant les populations à ne pas payer ses impôts. À en croire Pierre Kabanda, si cette désobéissance fiscale continue, le Nord Kivu ne sera pas à mesure de se développer. Personne ne peut venir se réveiller le matin et demander aux gens de ne pas payer les taxes et les impôts. Parce que vous voyez ce qui se passe à Béni. Il y a l'insécurité. Comment est-ce que l'État aura les moyens pour faire face à l'insécurité si nous ne pouvons pas payer les carburants, payer les munitions et tout ce qu'il faut pour que l'armée puisse sécuriser la population. Ces travaux de 3 jours se clôturent samedi et sont financés par la Banque mondiale dans le cadre du projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques, Profit Congo en sigle.
L'épouse du chef de l'État a procédé ce jeudi à la remise de l'appui pour la réinsertion sociale des refoulés de Brazzaville. 194 familles ont bénéficié d'une enveloppe d'1 million de francs et $500. La première dame a par la même occasion lancé les travaux d'assainissement de l'avenue Kabambaré, sur laquelle s'abritaient pendant 2 ans ces heureux bénéficiaires. Ces derniers ont signé un acte d'engagement de quitter définitivement la rue. On écoute la première dame. Sachant que nous avons un gouvernement et des autorités compétentes pour s'occuper de ce genre de cas, j'ai d'abord observé et j'interviens parce que la situation a perduré. Les choses se sont empirées, comme vous avez entendu dans le discours du gouverneur, mais je vais corriger un tout petit peu en disant que le gouvernement n'avait pas échoué. Parce qu'il y avait un nombre très important de tous nos frères et sœurs, enfants, vieux, refoulés de Brazzaville. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous nous sommes occupés d'une toute petite partie des personnes qui sont restées sans abri. Ceci était dû au fait que peut-être que nos compatriotes n'avaient pas de famille, peut-être qu'ils n'avaient plus aucune ressource, ils n'arrivaient pas à se retrouver, c'est comme ça qu'ils se sont installés ici. Ce geste pour moi est juste un geste de compassion. Mais il faut bien savoir que nos autorités se sont occupées de ces refoulés parce qu'il ne faut pas oublier. Quand vous posez la question comme ça, vous me donnez l'impression d'avoir oublié tout ce que le gouvernement avait entrepris comme action concernant nos frères congolais, nos sœurs congolaises qui étaient refoulées de Brazzaville. Cette situation a trop perduré. Et moi, j'ai réagi quand j'arrive à avoir un peu de moyens. L'on célèbre ce 9 juin la Journée mondiale des archives sous le thème Archives, bonne gouvernance et émergence. À l'occasion, l'Institut national des archives du Congo a organisé une journée de sensibilisation sur l'importance des archives, appelant ainsi les étudiants à suivre la formation sur l'archivage qui est très important dans la vie d'une nation. La guerre, des spectacles, des réjouissances, bref, des événements que nos successeurs auront besoin de voir ou lire un jour, demandent d'être aujourd'hui archivés. C'est dans ce sens que l'UNESCO et le Conseil international des archives célèbrent chaque 9 juin cette journée internationale, sensibilisant ainsi sur l'importance des archives. En République démocratique du Congo, autant d'événements n'ont plus de référence vu le manque d'archivage, une situation qui ne devra plus se reproduire avec la création de l'Institut national des archives et du Congo. Des anciennes archives nationales qui étaient en fait un service public non personnalisé du ministère de la Culture et des Arts. Et ce service a été justement mué, n'est-ce pas, en un établissement public à caractère scientifique, technique et culturel. Une nouvelle structure qui est là pour réglementer, pour organiser, n'est-ce pas, accompagner tout ce qui est l'activité archivistique en République démocratique du Congo. C'est sous le thème Archives, bonne gouvernance et émergence que la journée a été célébrée. Après la diffusion des circulaires, notamment sur les conditions de sécurité des archives, nous allons veiller à la surveillance des conditions dans lesquelles les archives sont tenues, parce que la mission de l'INACO, c'est de s'assurer que dorénavant, les archives et les documents soient conservés dans des bonnes conditions. À l'occasion, les archivistes sont appelés à la prise de conscience en mettant un accent particulier sur la formation afin de les rendre compétents, et les jeunes étudiants sont encouragés à suivre la formation sur l'archivage et qui s'est fait actuellement avec la modernité sur le numérique. En passe sportive, 4e tour cycliste international de la RDC. La compétition a connu sa 3e étape ce jeudi.
couru entre la cité de Kisantu avec un point de chute, le quartier Mitendi à l'entrée de la ville de Kinshasa. Et au terme d'un parcours difficile, c'est le Belge Roland Radger qui s'est offert la première place, suivi du Français Klein Médéric. Sachez que le Congolais le mieux classé se nomme Fiston Doukoua, qui a occupé la 15e place sur 70 cyclistes. À regarder. Les bons Ikisi. Nous sommes là, en plein cœur de la cité de Kisantu, dans la province du Congo central. Ce jeudi, c'est le jour des grands défis pour les athlètes congolais après 2 étapes manquées. Ouais, le lot a bien été le Bézala qui deuxième étape, le troisième étape, le lot Bozala et aussi tout ça, alors quand on sait déjà 2 étapes, l'étape où on a il est 9h15, mise en place terminée. Les athlètes se disent prêts et les hostilités peuvent donc démarrer. D'entrée des jeux, la course vers l'avant se remarque. Chacun des coureurs cherche à se démarquer, dépasser la cité de Kinkonka. Jimmy Moindo, l'espoir des cyclistes de la RDC, s'arrête. C'est la crevaison. Et dans l'entretemps, les pelotons de tête se resserrent. Plusieurs nationalités s'y retrouvent, mais la domination est toujours européenne. Les Français Amador et Julien s'échappent seuls à une vingtaine de minutes de la ligne d'arrivée, mais en vain, puisqu'il va se faire rattraper et dépasser par le Belge Roland Rudger, qui finit à la première place après 2 heures et 2 minutes. Sur le départ, je sens que mes jambes étaient bien. Il était beaucoup de démarrage. Et quand j'ai vu l'arrivée, je crois que j'étais le plus vite et j'ai gagné. On interroge les cyclistes congolais juste après cette étape. La réponse, la voici. Bon, nous avons aussi donc beaucoup de professionnels. Ce n'est pas donc facile donc de le faire. On est quand même déterminé, mais bon, la chasse, c'est la chasse donc qui n'est pas encore là, mais on est quand même déterminé. Il y a un problème sur le plan moral et technique. Nous n'avons pas de bons techniciens. Nous courons sans objectif. Fini la 3e étape. Ce vendredi, cap vers la capitale de la nouvelle province de Kwango pour la 4e épreuve, avant la clôture qui interviendra le dimanche. Et puis, vous le savez, la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa a fermé ses portes dimanche dernier par la victoire chez les dames du BCV Club, alors que la 2e place est revenue au BC INSS. Et finaliste malheureux, le club INSS sera l'un des représentants de la capitale à la prochaine Coupe du Congo de la spécialité. À ce jour, les joueuses sont allées présenter leur moisson à l'un des responsables du club, Charlie Moudiaï. Suivez. Battu lors de la finale de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa par le BCV Club sur la note des 75 à 61 paniers, le BC INSS n'a pas à se plaindre. La 2e équipe de la Ligue Pro Bakine représentera la capitale congolaise à la prochaine Coupe du Congo de la spécialité. Des prouesses qui n'ont pas laissé indifférents les dirigeants de l'Institut national de sécurité sociale qui, vite, vont honorer cette moisson glanée. Une fierté pour eux. On a suivi un peu le déroulement du match, comment ça s'est passé. Bon, c'est la loi du système, mais dans tous les cas, les coups sont là. Et je crois que au Congo, on va mettre le paquet, on va tout faire pour donner la première place. Vice-championne de Kinshasa, certes, mais ses filles ont connu pas mal de difficultés d'ordre logistique avant de parvenir à ces résultats, d'où ces désidérata de la part de la capitaine et vice-capitaine. Soutien, voilà, de vendre championnat, la souka, parce que directement tu bêtes la casa sous bien que, ma blonde soit miké penza, le simbate, côté ma catch, ma varese, nous moi penza moi poids, penza ma casse, nous moi tu sais penza se tuer les lots, donc na tout le bango, yo boyoka. La brève cérémonie marquée par une joie d'un mérite énorme sera bouclée par des promesses sûres pour que le BC INSS à la Coupe du Congo fasse bonne figure. Le rappel des titres avant de nous quitter.
Les travaux du conclave dont les conclusions se font encore attendre doivent s'achever à Bruxelles ce jeudi. Les débats sont houleux en commission pour aboutir à un communiqué final de cette rencontre qui réunit une centaine d'acteurs politiques de l'opposition et de la société civile. Yannick Tissola a été notre invité. Il est cadre de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Il nous a parlé de la position du PPRD sur ce conclave. Et puis le monde célèbre la journée des archives sous le thème archives, bonne gouvernance et émergence. Une journée de sensibilisation sur l'importance des archives a été organisée en faveur des étudiants. Retour sur ce plateau dans quelques minutes, ce sera la revue de presse. Restez avec nous. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Arlette Matondo vient de me rejoindre. Bienvenue Arlette. Merci Gloria Mbouya-Moutala. Actuellement, les yeux sont tournés vers la Belgique, Arlette, où se tient la conférence de l'opposition congolaise. Et oui, Gloria, à 6000 km de Kinshasa, RFI confirme que l'opposition congolaise tient son conclave à Bruxelles. L'objectif du jour pour cette opposition est de définir des stratégies communes en vue de l'alternance. Et ce matin, avant de commencer les discussions, il avait fallu aplanir quelques tensions sur les contours et les conditions du dialogue national mentionné par Étienne Tshisekedi dans son discours inaugural. L'opposition en conférence à Bruxelles, le potentiel note qu'Étienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, joue au rassembleur. Selon lui, cette conférence est cruciale dans la consolidation de la démocratie congolaise. Il s'agit, pense-t-il, d'épargner au pays un chaos généralisé. Que sortira-t-il de cette réunion? La question est sur toutes les lèvres, autant à Kinshasa qu'à Bruxelles. Le phare, pour sa part, a considéré la journée de ce jeudi comme une journée de tous les dangers. Elle devrait être consacrée à la présentation des cahiers des charges de chacune des délégations avant le toilettage qui devrait se clôturer par la déclaration finale sur laquelle chacun des chefs des principales délégations apposera sa signature. D'un site à un autre, Radio Okapi ajoute qu'au conclave de Bruxelles, des acteurs de la société civile affirment soutenir la voie du dialogue national pour sortir le pays de la crise politique qui pointe à l'horizon. Ils sont nombreux et même au-delà des invitations lancées, écrit La Prospérité. Quoi qu'il en soit, cet effort conjugué par l'opposition de s'unir pour une cause commune doit être salué parce que, d'une manière ou d'une autre, une opposition politique forte, consolidée et républicaine peut tout aussi aider le pouvoir en place, à bien agencer ses actes et actions. Mais sur quoi portera cette unité? La question se pose. RDC toujours, affaire mercenaire, libération du garde corps américain de l'opposant Katumbi. Et oui, affaire mercenaire, on en parle après 1 mois et demi de détention. Note Africa Time, les autorités de Kinshasa ont libéré mercredi ce sujet américain poursuivi par la justice. Daryl Lewis, ancien soldat américain, a quitté le siège du parquet général de la République à Kinshasa en présence de l'ambassadeur des États-Unis en RDC. En croire le site, il devrait quitter le pays dans la soirée. C'est sur cette.cd de préciser, le retour dans son pays ne signifie pas que le dossier est clos, parce qu'il se poursuivra ici de la même manière que là-bas. Par ailleurs, le premier avocat général de la République a promis qu'une commission rogatoire internationale sera mise en place pour accompagner l'instruction en cours parce que les États-Unis auraient certainement, Gloria, d'autres éléments que la RDC n'a pas sur le dossier. De son côté, Maître Roubéroy a félicité la justice congolaise pour s'être bien comportée en traitant avec dignité son client et espère que les choses continueront sur la même voie pour la suite. Et il ne reste plus qu'à vous remercier, Arlette Matondo. C'est à moi aussi de vous dire merci, Gloria Mbouya-Moutala.
Fin de ce journal. Merci de votre attention soutenue à Espace 50. Ce programme vous a été offert par Orange.